Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous n'avez pas de chaise, mademoiselle? Attendez, il y a des chaises pliantes. Oui, là, je vais vous en donner une. Voilà. Ça va, tout le monde est à peu près installé. Alors, je vais commencer cette séance en reprenant. J'aimerais bien tout de même que chacun d'entre vous, puisqu'il s'agit tout de même d'un séminaire de recherche, donc cette structure, en principe, bon, nous sommes un petit peu trop nombreux pour le faire d'une manière idéale, mais on va tâcher tout de même de mettre en place quelque chose qui soit un peu collectif dans la production de la recherche. Et je n'ai pas voulu le faire lors de la première séance parce que je voulais tout de suite vous présenter, disons, l'atmosphère générale de ce séminaire du point de vue intellectuel, de quoi nous allons parler, quel va être l'objet principal de l'interrogation. Donc je vous le rappelle, mais je vais y revenir tout à l'heure, l'objet principal sera la question du symbolisme phonétique. Et alors, je souhaiterais reprendre la liste des participants de ce séminaire que vous avez établi la semaine dernière, pour que chacun ait l'opportunité de se présenter et dise un peu, en quelle année de master il est ou elle est inscrite, son sujet de mémoire, son directeur de recherche ou sa directrice de recherche. Et puis éventuellement les raisons pour lesquelles, puisque vous avez le choix des séminaires, les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce séminaire. Alors, je vais prendre quelques notes en même temps. Alors, je vais vous prendre dans l'ordre où vous êtes inscrits sur cette liste, inscrits et inscrites. Donc, certaines d'entre vous, on me l'a déjà signalé, n'étaient pas là la semaine dernière, donc je les ajouterai. Comme ça, on aura une liste normalement plus complète. Voilà. Bon, il y aura peut-être d'autres doctorants qui viendront de temps en temps, mais souvent ils travaillent en même temps. Ils ne peuvent pas toujours venir, mais tout au moins, pour certaines étudiantes qui ont des sujets qui auront un rapport avec le thème du cours, je les inviterai peut-être à venir aussi vous parler. Alors, vous aurez remarqué avec ce tour de table là que il y a parmi vous une grande variété de centres d'intérêt, de sujets de recherche, une grande variété internationale. Il y a toujours, et c'est toujours comme ça dans ce séminaire, il y a beaucoup de nationalités différentes. Cela implique que vous n'avez pas forcément, compte tenu de cette grande diversité, un lien très fort avec le thème de l'analogie, etc. Bon, si vous êtes venu à ce séminaire, c'est quand même que ça vous intéresse un petit peu, éventuellement d'une manière très secondaire, pour d'autres d'une manière plus centrale, plus importante. Donc, si vous voulez, pour ceux d'entre vous qui sont les plus loin du sujet sur lequel on va travailler, j'espère au moins que ça vous donnera une idée de la façon de travailler. Une des façons de travailler en linguistique, parce que d'une manière générale en linguistique, la diversité des méthodologies qui est liée à la diversité des champs de la linguistique, entre la phonétique, la phonologie, les études diachroniques, la sémantique, la pragmatique, etc. C'est une discipline qui est extrêmement, qui a des branches extrêmement variées et qui sollicitent des techniques de recherche, d'analyse très différentes. Donc on a un peu l'habitude, en linguistique, il faut un peu savoir tout faire, s'intéresser à des choses parfois un peu loin de son sujet, même si on s'y intéresse d'une manière périphérique. Une autre façon plus simple peut-être de le dire, c'est que on ne peut pas faire de linguistique sans avoir une vraie curiosité, une vraie ouverture d'esprit. On se spécialise sur un point particulier,
mais il ne faut jamais perdre de vue l'ensemble, hein, la problématique d'ensemble, la question d'ensemble dans laquelle on se situe. Alors, je vous en parlerai peut-être plus en détail à une autre occasion, mais cette façon de travailler qui rassemble des informations qui viennent de toutes sortes de domaines, pas seulement de la linguistique stricto sensu, mais également des études littéraires, de la psychologie cognitive, de la philosophie, de la sociologie, etc. Cette façon de travailler les questions de langage à partir de toutes sortes d'autres disciplines en plus de la linguistique, c'est ce qu'on peut appeler la linguistique théorique. C'est pour cette raison que ce séminaire est appelé séminaire de linguistique théorique. Non pas parce qu'on va travailler uniquement sur des théories linguistiques, mais c'est parce que c'est une démarche intellectuelle en linguistique qui consiste à prendre du recul théorique sur les questions et pour pouvoir prendre en considération des apports de multiples disciplines. Et vous le verrez bien avec la question du symbolisme phonétique qui va solliciter à la fois des problématiques en phonétique, en sémantique, en psychologie cognitive, voire en philosophie de la cognition, dans les études littéraires, pour les questions des sonorités dans les textes poétiques par exemple. Donc ici, vous voyez, on ne se préoccupe pas du tout de délimiter d'avance le champ de compétences du linguiste. Il y a des façons de travailler en linguistique où on va dire la linguistique, faire de la linguistique, c'est travailler d'une certaine façon, point. Si on fait autre chose, on ne fait plus de la linguistique. La perspective que j'adopte dans ce séminaire, elle est vraiment opposée à cela. Elle consiste à dire, grosso modo, qu'on fait de la linguistique dès qu'on commence à parler un peu sérieusement, disons rationnellement, scientifiquement, si on veut, de quelque chose qui a à voir avec le langage ou les langues. Et parfois, certaines personnes font de la linguistique comme M. Jourdain, hein, sans vraiment le savoir. Mais d'une certaine façon, le linguiste est un peu pour moi, il a vocation à être le carrefour où peuvent se réunir et se synthétiser toutes les connaissances autour du langage, qu'elles viennent, encore une fois, de la linguistique à proprement parler, mais aussi de toutes sortes d'autres disciplines. Qui d'autre que le spécialiste du langage, c'est-à-dire le linguiste, pourrait avoir le recul critique suffisant pour synthétiser un ensemble de connaissances au sujet du langage. Donc vous voyez que cette notion de linguistique théorique, elle a une définition, enfin, disons, ce champ de recherche de la linguistique théorique, il se définit d'une manière très large. Et la question de l'analogie, voilà, travailler sur l'analogie en linguistique, c'est d'une certaine façon, c'est inhabituel. Ça n'est pas, je veux dire que dans une approche linguistique traditionnelle, eh bien, si vous faites de la syntaxe, vous allez travailler sur, je ne sais pas moi, sur la syntaxe du groupe verbal. Si vous faites de la phonétique ou de la phonologie, vous allez travailler par exemple sur les évolutions phonétiques de telle ou telle problématique. Mais s'interroger sur des questions qu'on pourrait dire transversales, hein, comme l'analogie dans tous les aspects du langage, c'est une démarche assez différente au fond, hein, qui prend en premier, qui prend en premier lieu en considération non pas une sorte d'habitude méthodologique bien rodée par des générations antérieures de linguistes, mais qui prend comme point de départ un problème et qui essaie de le traiter, un problème relatif au langage bien sûr, mais qui essaie de le traiter non seulement avec les outils de la linguistique dont on dispose, mais aussi avec toutes sortes d'autres outils. Alors, bon, je ne sais pas pour la mise en ligne du cours si je conserverai nos échanges, parce que je ne suis pas sûr que vos réponses, on les entende bien à l'enregistrement, donc peut-être que je commencerai l'enregistrement seulement maintenant. Bon, d'habitude, je fais une pause entre les 2 heures, mais là,
comme c'était 1 heure, la première heure, on l'a utilisé un petit peu à bavarder entre nous. Je ne sais pas, est-ce que si vous souhaitez vraiment faire une pause, on peut en faire une, mais je ne pense pas que vous soyez épuisé à ce stade de... Enfin, quoique c'est la fin de la journée, mais... bien, donc si vous voulez bien, je vais donc occuper la deuxième partie de la séance en reprenant là où je me suis arrêté la dernière fois sur la question des fonctions de l'analogie. Alors, je voudrais faire apparaître une chose, si vous voulez, mon idée ici, elle est la suivante. C'est l'idée que les phénomènes de symbolisme phonétique qu'on va étudier, si on les étudie directement sous la forme du symbolisme phonétique, au sens qu'il y aurait des relations directes entre des sons et des significations. Eh bien, si on aborde la question du symbolisme phonétique en partant directement de ce problème ponctuel, on aura beaucoup de mal à répondre à toutes sortes de critiques qui proviennent, disons, notamment de l'idée très courante en linguistique que le signe est globalement arbitraire, malgré tout. Et par conséquent, le fait d'insérer la question du symbolisme phonétique dans l'une des fonctions de l'analogie, qui est la fonction iconique, hein, ce que je vais vous rappeler, ce que je vais développer tout à l'heure, c'est, au plan théorique, une façon de dire que le symbolisme phonétique n'est pas seulement un phénomène marginal, périphérique, une bizarrerie, hein, totalement, bon, peut-être amusante, mais pas très importante par rapport aux multiples enjeux que pose la description des langues. Lorsque l'on part du problème de l'analogie, le symbolisme phonétique apparaît comme un des aspects d'une fonction, d'un processus, l'analogie, qui est central pour la cognition humaine et central donc pour le langage. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, hein, et puis vous trouverez facilement de la documentation sur ce sujet, mais c'est une idée, si vous voulez, c'est un postulat, hein. Enfin c'est pas un postulat, c'est un point de départ plutôt, je dirais, un point de départ de ce séminaire, c'est que les processus analogiques sont des processus fondamentaux de la cognition humaine. Bon, ça, c'est un principe au sens d'un point de départ, hein, que j'emprunte à la psychologie cognitive contemporaine. C'est une base de travail solide, hein, puisqu'elle est bien documentée dans les sciences cognitives. Donc, on peut partir de là. Il y a des processus analogiques qui jouent un rôle très important dans la cognition humaine. Donc, par conséquent, puisque les langues sont les langues et l'usage des langues, les discours, etc., sont les produits de la cognition humaine et des relations sociales, etc., des êtres humains, eh bien, ils doivent être aussi, au moins partiellement, structurés par ces relations d'analogie. C'est ça le raisonnement de base. L'analogie au fondement de la cognition humaine, donc l'analogie doit être centrale dans la description et le fonctionnement des langues, hein, et du langage, de la production langagière. Alors, j'avais énuméré assez rapidement la dernière fois 6 fonctions majeures: la fonction discursive, la fonction catégorielle, la fonction régularisatrice, la fonction figurative, la fonction paraphrastique et la fonction iconique. Donc, mais avant d'arriver à la fonction iconique qui nous intéressera aujourd'hui, je rappelle en quelques mots à quoi renvoient ces différentes autres fonctions. La fonction discursive renvoie aux situations dans lesquelles
on utilise l'analogie pour dans une situation discursive donnée. Alors, l'exemple que j'avais donné, que je reprends ici, c'est l'exemple de l'argumentation par analogie. Parfois, pour avoir raison dans un argument, pour convaincre quelqu'un, si on accepte cette définition peut-être un petit peu restrictive de la notion d'argumentation, pour convaincre quelqu'un, on va utiliser une analogie. Il y a de nombreux exemples, je vous en parlerai plus tard pour, disons, pour documenter cette idée que l'analogie possède différentes fonctions. Mais je reprends par exemple ce cas de l'analogie entre les abattoirs et les camps d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour nous convaincre que l'abattage des animaux se fait d'une manière scandaleuse. Les défenseurs des animaux utilisent cette analogie avec les camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Et le rapprochement de ces deux réalités vise évidemment à montrer le caractère scandaleux de cette situation qui pourrait peut-être nous échapper, donc, qui pourrait peut-être échapper à certains. Alors, il y a un autre exemple que je vous montrerai plus tard, qui est assez intéressant, mais on en parlera plus tard, je vais le réserver. Un autre exemple de fonction discursive, c'est votre travail, Philippe, la fonction discursive de l'analogie, le cas du discours de vulgarisation ou du discours pédagogique. Je vous avais donné la dernière fois cet exemple célèbre de l'analogie de Rutherford, qui consiste à expliquer la structure de l'atome à partir de la structure du système solaire. Ce genre de transfert-là correspond typiquement à cette fonction discursive de l'analogie. Dans le discours, on va utiliser une analogie pour un certain but. Alors, un but explicatif, didactique, un but de vulgarisation, sachant que, je suppose que pour vous aussi, il y a une différence entre la vulgarisation et la didactique au sens didactique scolaire, par exemple. Bon. Donc, tout cela fait partie de cette fonction discursive. Ensuite, il y a la fonction catégorielle. Alors, la fonction catégorielle, c'est donc tout simplement l'idée que oui, allez-y, Katia, si vous ne vous sentez pas bien. Oui, à la semaine prochaine. La fonction catégorielle, c'est une fonction, alors là, qui est vraiment fondamentale. Elle est présente presque toujours. Si vous voulez, ces fonctions, elles ne sont pas exclusives. Dans certains cas, on a plusieurs fonctions en même temps. La fonction catégorielle de l'analogie, c'est une façon de formuler le fait que dès que nous catégorisons, dès que nous mettons quelque chose dans une catégorie, nous effectuons une analogie. Bon, par exemple, je ne sais pas, cet objet-là vous paraît peut-être un petit peu bizarre, mais il est suffisamment similaire, la similarité de cet objet avec d'autres adaptateurs, puisque vous voyez qu'il y a dans cet objet, qui est un adaptateur, donc une prise d'une certaine sorte d'un côté, une prise d'une autre sorte de l'autre côté. Bon, donc ça, vous n'avez peut-être jamais vu ce genre d'adaptateur, mais vous savez que vous en avez vu d'autres. Et donc, par similarité entre cet objet et d'autres objets que vous connaissez et qui appartiennent à la catégorie générale des adaptateurs, eh bien, vous êtes capable de catégoriser cet objet, même si vous ne l'avez jamais vu, dans la catégorie des adaptateurs. Donc, cette fonction de catégorisation, elle joue même pour les objets les plus communs. Pour les objets les plus communs, cet objet qui est un ordinateur, je le catégorise immédiatement dans la catégorie des ordinateurs, mais comprenez bien ce que ça signifie. Ça signifie que catégoriser
c'est à la fois une opération d'identification, hein, puisque à quoi ça sert de catégoriser? Ça sert non pas à transférer, mais à faire un processus d'induction. C'est-à-dire, je ne trouve pas le verbe à en induire. C'est pas seulement classé, hein, c'est pas seulement classé. C'est qu'il y a une sorte de déduction qui se fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets un objet dans une catégorie, cet objet je vais en déduire, si vous voulez, que cet objet a les propriétés qu'ont tous les objets de cette catégorie, même si je ne l'ai jamais vu, cet objet. Du moment que je le catégorise dans une certaine catégorie, je vais deviner des propriétés qu'il a. D'accord ? Donc, c'est d'abord à cela que sert la catégorisation, à pouvoir par induction, obtenir des propriétés d'un objet non connu au départ. Mais, donc, c'est un processus qui, d'une certaine façon, nous apporte une connaissance sur cet objet. Mais en même temps, il faut bien avoir à l'esprit que la catégorisation, tout en nous apportant des connaissances sur un objet, nous prive d'autres connaissances. Pourquoi ? Parce que lorsque je catégorise un objet, je le prends, cet objet, comme un membre quelconque de la catégorie. Je vois un verre, bon, je le mets dans la catégorie des verres, je mets cet objet dans la catégorie des verres, mais il devient un exemplaire quelconque de la catégorie des verres. Je ne vais pas accéder, au moins directement, à la singularité de cet objet, ce qui fait que peut-être ce verre a une particularité très spéciale, je ne sais pas moi, c'est le verre, un verre qui appartient à telle ou telle personne et qui a une marque quelque part, etc. Tout ça, je vais l'ignorer. Lorsque, c'est très évident dans les phénomènes de catégorisation humaine ou sociale, pardon ? Oui, un classement. Alors là, il y a de la sous-catégorisation dans le classement des livres, etc. Il y a non seulement de la catégorisation de l'ensemble des objets comme des livres, mais des sous-catégories de livres, puisqu'on va classer certains livres en études d'anciens français, usuels d'anciens français, etc. Tout ça, ces indications qui sont sur les rayons, c'est un bon exemple que vous donnez. Sur les rayons de la bibliothèque, toutes ces indications sont des indications de sous-catégories à l'intérieur de la catégorie générale des livres. Mais je pensais à l'exemple tout simple vous êtes dans la rue, vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas. Quel va être votre système de catégorisation ? Vous allez catégoriser tantôt homme-femme, mais vous allez voir un homme ou une femme qui est un membre quelconque de la famille, de la catégorie des hommes ou des femmes. Ou alors vous allez catégoriser par la couleur des cheveux, par la nationalité, etc., ou par la nationalité supposée, etc. Bon, donc on a des systèmes de catégorisation qui sont en plus automatiques. C'est-à-dire qu'automatiquement, on classe les objets dans des catégories. Alors, vous voyez que si nous ne disposions pas de l'aptitude à catégoriser, eh bien, chaque objet du monde serait un objet singulier. C'est-à-dire que si je prends ces verres-là, chacun d'eux devrait avoir un nom différent, ce serait un objet différent, parce que un a une marque à un endroit, l'autre n'en a pas. Si je n'ai pas la catégorie des verres, chacun de ces objets, qui sont pourtant quasiment identiques, serait vu comme un objet différent. Chaque grain de sable aurait sa différence et serait un objet qui devrait avoir son nom spécial. Donc, évidemment que ça n'existe pas, ça, dans la vie humaine. On est obligé, on est obligé, pas qu'on est obligé, mais on a cette espèce de besoin de catégorisation qui est un besoin d'organiser le monde qui nous entoure. Sans la catégorisation, le monde serait un chaos de singularités totalement individuelles, desquelles on ne pourrait rien dire. Alors, évidemment, les capacités de catégorisation s'acquièrent
avec le développement du langage, avec le développement de l'enfant. Au début, les enfants ont des catégories très larges, hein, et puis elles s'affinent. Hein, par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, tous les hommes adultes sont un papa pour un petit enfant. Hein, et c'est petit à petit qu'il va... ou toutes les choses qui ont des feuilles, qu'il s'agisse d'un carnet, d'un journal, d'un livre, vont être appelés livres, par exemple. Donc, les catégories s'affinent avec le développement, l'accroissement du stock lexical, etc. Donc, ça se fait petit à petit. Mais il faut avoir à l'esprit que, non seulement, donc, d'une part, la catégorisation est absolument essentielle à la vie humaine. Hein, il y a une citation de Laïkov que je donne parfois qui dit très clairement que on ne pourrait pas vivre dans un monde sans disposer de la catégorisation. Mais inversement, la catégorisation est un peu une malédiction, elle nous empêche de percevoir la singularité. Et la singularité, on ne l'aperçoit au fond, par exemple pour les individus, les individus qui sont singuliers pour nous sont les individus les plus proches. Enfin, je veux dire, nos parents, nos frères, sœurs, les personnes avec qui nous vivons, enfin, qui eux, ont ce statut d'être singuliers. Alors, qui peuvent aussi retomber comme membres de la catégorie. Hein, c'est-à-dire, vos propres parents, vous pouvez très bien dire, ah oui, ils se comportent comme des parents, hein, par exemple. Et ils redeviennent des membres quelconques. Mais eux, vous les percevez de toute façon, ils existent pour vous dans une singularité indépassable. Une chose, lorsqu'on a des enfants, etc., ils sont dans une singularité indépassable. Hein. C'est pour cette raison que lorsqu'ils disparaissent, on ressent une douleur très grande, etc., parce qu'on ne peut pas les remplacer par d'autres membres de la même catégorie. Hein. Alors que si vous avez besoin d'un taxi, que le chauffeur de taxi soit Monsieur X ou Monsieur Y, ou Madame X ou Madame Y, c'est un membre quelconque de la catégorie des chauffeurs de taxi. Ça vous est complètement égal que ce soit l'un ou l'autre, hein, puisqu'il est, au fond, là, réduit à une sorte de fonction. Bon. Alors, cette fonction catégorielle, si je reviens maintenant à la question du langage, elle joue vraiment sur des plans très très divers. Hein. Ça, je l'ai dit un peu, là j'ai pris l'exemple de la catégorisation lexicale, donc les mots qui servent à catégoriser le monde, hein, les mots lexicaux, mais la catégorisation existe sur tous les plans. C'est-à-dire, sur le plan uniquement du signifiant, nous avons des catégories sonores qu'on appelle les phonèmes. Au fond, un phonème, le fait de reconnaître un phonème dans une langue donnée, c'est un processus de catégorisation auditive. C'est pour cette raison que lorsque les étudiantes chinoises me disent leur prénom, je ne l'entends pas, je n'ai pas le système de catégorisation qu'il faut pour identifier les sons. Hein. Et ça se développe, ça s'apprend. Si j'apprenais cette langue, peut-être que je progresserais, mais pour l'instant, je n'y parviens pas. Donc, au niveau des signifiants, la principale dimension, si vous voulez, c'est la dimension du phonème, qui est une catégorie, et puis qui a une catégorie qui est une catégorie un peu particulière, parce que les sons que nous entendons, enfin les phonèmes dont nous disposons forment un système, vous le savez, hein, le fait que ces catégories forment un système implique qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre deux catégories dans nos perceptions sonores. C'est ce qu'on appelle parfois la perception catégorielle, alors avec un sens de catégoriel un peu différent, la perception catégorielle. C'est que si par exemple avec un synthétiseur, on vous fabrique un son intermédiaire entre B et P, donc le même son, mais la différence entre P et B, c'est que le B est sonore, le P est sourd, mais c'est exactement la même articulation, d'accord ? Bon, imaginez. Et ça arrive parfois chez les aphasiques, hein, qui sont anartriques, qu'on produise un son intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire un son où le voisement,
qui rend la consonne sonore, il est moyen. Il n'est pas suffisamment grand pour produire un vrai B, mais que ça produit quelque chose entre les deux, entre le P et le B. Eh bien, un locuteur du français n'entend pas. Il entend soit P, soit B, mais on ne peut pas entendre l'intermédiaire. Les catégories phonologiques sont vraiment, forment un système et il n'y a pas d'intermédiaire, on ne les perçoit pas. Ils existent, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travaux, je vous disais, sur les aphasies, que j'avais lu il y a assez longtemps maintenant, mais qui restent tout à fait valables, où on a enregistré des productions de personnes qu'on appelle parfois anartriques, qui ont des difficultés de prononciation, et avec des appareils qui mesurent le signal acoustique, on a pu voir qu'ils prononçaient des choses intermédiaires entre une nasale ou une non nasale, ou intermédiaires entre une sourde et une sonore, mais on ne l'entend pas. On le constate physiquement, mais on ne peut pas l'entendre, parce que notre perception, elle a vraiment des catégories un petit peu systématiques. Alors, au-delà du phonologique et du lexical, eh bien, il y a toutes les autres catégories impliquées dans le langage, hein. C'est-à-dire il y a des catégories de phrases, il y a des catégories de textes, des catégories internes aux structures des textes. Et par exemple, mademoiselle, vous qui travaillez sur les fables, non, pas sur les fables, vous, c'est sur les farces. Les fables, oui, c'est vous qui travaillez sur les fables. Bon, vous voyez, farce, fable, c'est de la catégorisation de certains textes qui ont des traits communs et on les perçoit comme appartenant à une seule et même catégorie. Bon, donc, la catégorisation, elle est, je veux dire, quand il y a une argumentation par analogie, il y a de toute façon sous-jacente une catégorisation. Hein. C'est-à-dire que lorsque je dis que les abattoirs pour les animaux sont comme l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, je catégorise d'une certaine façon les abattoirs et les camps d'extermination dans une sorte de catégorie très générale qui est le meurtre scandaleux d'un grand nombre d'individus, qu'ils soient humains ou non humains. Hein. Donc la fonction de catégorisation, elle est souvent sous-jacente à toutes les autres fonctions. Elle est presque toujours présente. Peut-être pas dans la fonction iconique, mais presque partout ailleurs. Alors, ensuite, il y a la fonction régularisatrice. Alors ça, c'est plus un problème vraiment strictement linguistique, hein, qui concerne donc les unifications morphologiques en synchronie ou en diachronie. Alors, je crois que je vous avais déjà donné cet exemple la semaine dernière, mais en synchronie, par exemple, bon, si vous connaissez le système des noms d'arbres fruitiers à partir des noms des fruits. Hein. Bon, pomme, pommier, poire, poirier, pêche, pêcher, etc. Il y a là une régularité, hein, en raison de la présence d'un suffixe qui a toujours la même valeur par rapport à une base d'un certain type. Donc il faut catégoriser la base, catégoriser le suffixe, et puis l'ensemble forme le nom de l'arbre sur lequel poussent les fruits qui sont désignés par la base. Et cette régularité vous permet, par analogie, de deviner le sens de mots que vous n'avez peut-être jamais entendus, ou de produire des mots que vous n'avez jamais produits. Par exemple, si je vous demande quel est le nom de l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, ça va être alors vous allez dire peut-être cacaotier, mais c'est le cacaoyer. Bon, mais c'est pareil, hein, donc on sait dire des mots nouveaux, mais c'est par analogie. Il y a une similarité entre poire, poirier, cerise, cerisier, cacao, et là on va produire un suffixe du même genre, et on va produire une forme. Alors évidemment, le problème c'est que cette régularité, elle n'est pas parfaite, hein, dans les langues. Il y a des productions qui pourraient exister, mais qui n'existent pas.
et que parfois les enfants produisent d'ailleurs, hein, mais qui... Donc il n'y a pas une systématicité rigoureuse, surtout au plan du lexique, dans cette fonction de régularisation, mais il n'empêche que c'est extrêmement utile. Bon, par exemple, je me souviens d'un exemple d'un enfant qui connaissait le mot... qui connaissait allonger, raccourcir, hein, et il connaissait un raccourci, et du coup, un chemin qui prolongeait, il appelait ça un rallonge-ci. Hein, raccourci, rallonge-ci. Donc, finalement, c'est un mot qui aurait pu exister dans la langue française, mais qui n'existe pas. Mais ça, c'est complètement arbitraire, le fait qu'il n'existe pas. Ça, c'est l'histoire... Enfin, peut-être pas complètement arbitraire, il y a peut-être des raisons, mais en tout cas, elles sont d'un autre ordre à ce moment-là. Hein. Bon, alors en diachronie, c'est bien évidemment, mais ça c'est très connu, c'est ce qu'on appelle l'analogie traditionnellement, hein, parce que le concept d'analogie en linguistique, là où il est utilisé le plus traditionnellement, c'est dans les études diachroniques, hein, lorsqu'on oppose l'évolution analogique à l'évolution phonétique. Hein. Donc, l'évolution analogique, je vous l'avais expliqué la dernière fois, je crois, avec onos, honor. Hein. Bon, je rappelle très rapidement cet argument. En latin, vous aviez pour le mot honneur un mot qui, au nominatif, se disait onos et qui, à l'accusatif, faisait onosem, sur un modèle comparable à orator, oratorem, etc. Bien. Donc, on avait une régularité, si vous voulez. Hein. Onos, onosem, orator, oratorem. J'ai la base nue au nominatif et j'ajoute m à l'accusatif. D'accord ? Mais, à un moment donné de l'histoire du latin, il y a eu un phénomène qu'on appelle le rotacisme, qui a fait que le S s'est transformé en R, et que onosem, peu à peu, s'est prononcé honorem. Alors à ce moment-là, on a rompu la régularité, puisqu'au lieu d'avoir onos, onosem, on avait onos, honorem. Donc un accusatif qui n'était plus dans une relation simple avec le nominatif. Alors, c'est là que, par analogie avec des couples du type orator, oratorem, on a peu à peu, enfin, disons, la forme honor, qui a été construite par analogie à honorem avec l'accusatif, hein, la forme honor, a peu à peu remplacé la forme ancienne, onos, qui était la forme historique, la vraie forme. C'était une faute au début, hein, de prononcer honor plutôt que onos. C'est une faute, mais qui était naturelle parce qu'elle créait une régularité honor honorem sur le même modèle que orator oratorem. Bon, eh bien, c'est cette forme qui a gagné, hein, qui a supplanté la précédente et qui fait qu'aujourd'hui, en français, on dit honneur, par exemple, et dans d'autres langues romanes, des mots comparables. Bon. Ça, c'est donc l'analogie au sens de la régularisation en diachronie. La fonction figurative, elle est impliquée en particulier dans la métaphore. Alors là, c'est tout un problème assez compliqué que je n'ai pas le temps d'expliquer complètement aujourd'hui. Mais l'idée générale, si vous voulez, de cette fonction figurative, c'est que le concept d'analogie a quelque chose à voir avec le concept d'image. Pourquoi ? Intuitivement, parce que lorsque nous voyons une image, ce qu'est une image fondamentalement, m'excusez, là je serai un peu rapide hein, dans mon explication parce que je ne peux pas entrer dans les détails, mais une image est analogue à ce qu'elle représente. Et c'est pour cela que c'est une image de quelque chose. Une image de quelque chose est analogue, enfin, est similaire à ce qu'elle représente et par conséquent, elle permet une analogie. C'est-à-dire que, je prends toujours cet exemple, mais bon, il est évident, mais c'est un exemple classique. Si vous considérez une image d'une personne que vous aimez, une personne de votre famille ou une personne que vous aimez
par ailleurs, eh bien, où se trouve la similarité, où se trouve l'analogie? Vous vous souvenez qu'on a bien distingué similarité et analogie. Similarité, c'est la relation, le fait qu'il existe des propriétés communes entre deux éléments. Et cette similarité, on avait bien vu la semaine dernière qu'elle était neutre. Il y a une neutralité de la similarité parce que lorsque je constate que des choses sont similaires, il se peut que je conclue qu'elles sont similaires, certes, mais au fond très différentes. Et il y a analogie uniquement dans le cas où, à partir d'une simple similarité, je vais tendre vers l'identité. C'est-à-dire, je vais faire comme si les deux choses étaient un peu la même. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un portrait? Vous avez un portrait de quelqu'un que vous aimez, mettons une photographie. La similarité, elle est dans le fait que le visage, par exemple, de la personne sur la photographie ressemble au visage de la personne réelle. Parce que, évidemment, que si le visage ne ressemble pas du tout, on ne voit pas bien l'intérêt de la photographie, vous voyez. Bon. Mais cette similarité, elle va permettre quoi comme analogie? Elle va permettre que vous allez ressentir certaines émotions devant la photographie qui sont analogues à l'émotion que vous ressentez devant la personne. D'accord? Donc, fondamentalement, l'image, elle a cette propriété, en raison de sa ressemblance avec ce qu'elle désire, avec ce qu'elle vise, de nous produire. Alors, c'est pas seulement, parce que ça va être l'iconicité, mais c'est pas seulement que ça nous renvoie à la même émotion, c'est aussi que cette image nous fait voir la personne comme si elle était en face de nous. Et par ailleurs, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de prendre l'exemple de la photographie. Quand vous pensez à quelqu'un, vous pouvez voir son image dans votre esprit. Vous avez une mémoire visuelle qui vous permet de... Bon. Alors, la notion de fonction figurative de l'analogie, c'est l'idée que dans les langues, ça c'est très bizarre, certaines structures de langage, le langage normalement c'est lié à l'audition, eh bien certaines structures de langage nous font voir quelque chose. Oui, d'où certains aspects du style, et en particulier, c'est évident dans le cas de la métaphore. Les métaphores sont faites pour nous faire percevoir quelque chose au-delà de la simple perception auditive ou de la perception des mots. Ça peut être d'ailleurs de la perception visuelle, mais ça peut être une autre modalité sensorielle. D'ailleurs, quand on dit image, il ne faut pas le réduire surtout au visuel. Si j'ai le temps de vous en parler plus tard, je vous expliquerai ça. Mais c'est ça l'idée générale, si vous voulez, c'est qu'il y a intrinsèquement dans la notion d'image quelque chose qui a à voir avec l'analogie, au sens où ce qui procure en nous un effet d'image, par exemple en lisant une métaphore qui n'est pas une image, au sens visuel, ce n'est pas une photographie, une métaphore, il y a des aspects du langage qui nous produisent, disons, un effet d'image. Et c'est cela que je vise par la fonction figurative. La fonction paraphrastique, c'est une autre fonction. Oui, pardon, je vous en prie. Quand vous parlez d'image, est-ce que vous pensez à l'image mentale ou oui, alors, photographique? Non, je parle. Alors, c'est un concept d'image beaucoup plus général. C'est pas du tout l'image visuelle. C'est l'image dans un sens, oui, au sens de l'image mentale, mais aussi oui, disons au sens de l'image mentale. Et on sait aujourd'hui que même des aveugles de naissance, qui donc n'ont jamais eu la vision, ont des impressions d'image. Donc les impressions d'image que nous recevons, ne viennent pas nécessairement de stimuli visuels.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'étudier, dans le cas de la métaphore, mais dans d'autres cas, quelles sont les structures langagières susceptibles de nous procurer cet effet d'image. N'importe quelle personne, même qui n'a jamais fait de linguistique, sent bien que, pour prendre un exemple français, mais je suppose que cela existe dans de nombreuses langues, si je dis couper les ponts, j'utilise une expression imagée, on dit bien imagée, par rapport à, si je dis cesser toute relation. J'ai coupé les ponts avec quelqu'un, on voit quelque chose dans couper les ponts. Alors que si je dis j'ai cessé toute relation, bah, je comprends quelque chose, mais je n'ai rien à voir. D'accord ? Donc, cette ressource de parler en produisant des effets d'image, qui existe dans ce qu'on appelle le langage figuré d'une manière générale, je pense qu'elle existe dans de nombreuses langues. Hein, et je me demande même si ce n'est pas un universel, mais ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est quand même une propriété très importante. Et à mon avis, elle a une relation avec la question de l'analogie. Alors, la fonction paraphrastique, c'est là tout simplement l'idée qu'il y a des équivalences entre des phrases. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je disais, dans la poésie, on ne peut pas remplacer une phrase par une phrase qui serait synonyme. Hein. Je veux dire, je ne sais pas moi... Bon, je n'ai pas prévu de prendre un exemple en tête, mais si vous prenez deux vers d'un poème quelconque et que vous remplacez les mots pour dire la même chose, mais vous perdez forcément beaucoup de choses. Hein. Donc, les textes littéraires en général ne sont pas paraphrasables. Hein. On ne peut pas leur trouver d'équivalent. Mais les textes non littéraires sont très souvent paraphrasables. Hein. On peut dire la même chose de façon équivalente. Donc, il y a là des similarités entre des façons de dire qui produisent des analogies, parce que ça produit par analogie à peu près le même sens. Un cas particulier de la fonction paraphrastique, c'est la traduction. Hein. Il y a une certaine façon de concevoir la traduction qui consiste à dire qu'une traduction, une bonne traduction, c'est un bon analogue d'un texte source. Il doit y avoir des similarités entre le texte source et le texte traduit, et si les similarités sont suffisamment bonnes, l'effet produit sur le lecteur dans la traduction va être le même que l'effet produit par le lecteur dans la langue de départ. Produit sur le lecteur de la langue de départ. Monsieur. Oui. Juste par rapport à la traduction, par exemple, dans certaines langues, on utilise, par exemple, en français, on dit vous m'avez réchauffé le cœur ou ça m'a réchauffé le cœur, Ouais. et c'est positif, alors que dans d'autres langues, on utilise plutôt le froid pour dire la même chose. Ah oui. Oui. D'accord. Par exemple, en arabe, on dit Atlash sa qalbi, ça veut dire vous m'avez refroidi le cœur. Ouais. Mais comme on le dit dans un pays chaud. Ah oui, rafraîchi, d'accord. Oui, très bien. Très bon exemple. Alors là, eh bien, vous voyez, le problème qui va se poser, c'est que, imaginez qu'on traduise de l'arabe au français. Est-ce qu'on va traduire par « vous m'avez refroidi le cœur » en disant, c'est ce qu'on appelle les traductions sourcières parfois, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de traduire vraiment mot à mot pour donner une impression de l'image de la culture d'origine. Hein. Ou alors est-ce qu'on va traduire « vous m'avez réchauffé le cœur », c'est-à-dire on va modifier le texte, mais pour obtenir un effet équivalent. Donc parfois l'équivalence des effets repose sur une similarité moins grande. Hein, c'est-à-dire une similarité de départ. Évidemment, il y a plus de similarité entre traduire vous m'avez rafraîchi le cœur, enfin, je veux dire, entre traduire l'expression arabe qui signifie vous m'avez rafraîchi le cœur par vous m'avez rafraîchi le cœur, ça, il y a une plus grande similarité que traduire la même expression en arabe par vous m'avez réchauffé le cœur. Mais cette moins grande similarité permet
un meilleur effet d'analogie entre les textes, hein, évidemment. D'où le problème de la traduction. C'est un problème gigantesque, hein, le problème de la traduction. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a toutes sortes de problèmes qui se posent à partir de là. Il y a un texte de l'admiral Jean-René L'Admiral, qui est un grand spécialiste de traduction, sur les rapports entre analogie et traduction, qui a été fait à l'occasion d'un colloque sur l'analogie. Et puis donc, j'en arrive enfin à la fonction iconique, qui est celle dans laquelle s'inscrit la question du symbolisme phonétique. Alors, je souhaitais aujourd'hui quand même vous rappeler l'ensemble pour que vous ayez à l'esprit que cette problématique de l'analogie, elle touche des domaines de la linguistique extrêmement variés. Ça va de la phonétique au discours, à la structuration, au type de texte, au genre littéraire, à la question de la diachronie, de la métaphore, etc. Enfin bon, un très très grand nombre de problèmes linguistiques peuvent être appréhendés à partir de ce concept d'analogie. Et par conséquent, le fait de voir le symbolisme phonétique comme un cas, une des fonctions, comme étant l'illustration d'une des fonctions de l'analogie, lui donne une importance, vous voyez, aussi grande au fond que les autres fonctions. Et ça, à mon avis, quand on le présente, ça n'est pas qu'une question de présentation, hein, pour moi c'est une question de réalité, c'est-à-dire c'est comme ça que sont les choses. Le symbolisme phonétique perd de son caractère anecdotique, hein, pour devenir un aspect d'un problème très important. D'accord ? Alors, il faudrait également justifier peut-être le terme de fonction. Qu'est-ce que j'entends par fonction de l'analogie ? Ça veut dire quoi, une fonction de l'analogie ? Alors, c'est pas exactement comment ça marche, non. Parce que vous voyez que qu'est-ce qu'on dit là à chaque fois ? On dit comment la langue exploite une structure analogique. Elle l'exploite pour faire de la catégorisation, elle l'exploite pour convaincre, elle l'exploite pour faire un effet d'image, elle l'exploite pour passer d'une langue à l'autre dans la traduction, etc. Donc, cette notion de fonction, elle est vraiment à prendre, j'allais dire, mais c'est une tautologie, du point de vue fonctionnel. C'est la fonctionnalité de l'analogie. À quoi elle sert ? À quoi elle sert l'analogie dans telle ou telle situation, dans tel ou tel cas, à tel ou tel niveau de la description linguistique ? Alors, c'est un peu comme si on parlait des fonctions de la bipédie pour l'être humain. Hein. À un moment donné, l'être humain a marché sur deux jambes. Bon. Mais, eh bien, à partir du moment où on marche sur deux jambes, on peut avoir des fonctions de déplacement, on peut danser, on peut sauter, on peut, etc. On pourrait imaginer toutes sortes de fonctions de la bipédie. On pourrait peut-être aussi parler des fonctions pulmonaires, hein, quelles sont les fonctions d'un organe comme le poumon. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'entends, le terme de fonction, c'est quelle est l'utilité, enfin à quoi est utilisée la structure analogique ou le processus analogique dans telle ou telle situation. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, des fonctions auxquelles je n'ai pas pensé pour l'instant, mais là, avec ces 6 fonctions, on a l'impression de couvrir quand même un champ déjà extrêmement vaste. Alors, je termine en ajoutant les points suivants. D'abord, je vous rappelle cette distinction, ça va nous permettre d'introduire un certain nombre de distinctions utiles pour l'analogie. Donc d'abord, l'analogie,
binaire et proportionnelle. L'analogie binaire, c'est une analogie, dans le cas de la fonction iconique, hein, entre signifiant et signifié, entre deux éléments. Hein. On va dire, par exemple, que le son I renvoie à quelque chose d'étroit ou de petit. Ou bien que le son A renvoie à quelque chose de large et de grand. Donc, vous voyez qu'on associe un signifiant à une signification. Alors, ne soyons pas trop précis. Si je dis signifier, ça pourrait être concept. Hein. Il faudra voir ça plus tard. Est-ce qu'il s'agit d'une analogie entre des signifiés et des signifiants, ou entre des signifiants et des concepts, ou entre des sons et des concepts, ou entre des sons et des signifiés? Il y a plusieurs possibilités, là, quand on raffine un petit peu l'analyse, qu'il faudra préciser. Mais pour l'instant, je vous donne simplement cet exemple classique. Je vous avais dit I étroit, c'est parce que l'articulation, l'aperture de la voyelle est très faible, donc ça évoque la fermeture de la mâchoire évoque quelque chose d'étroit et de petit. Le passage de l'air entre les dents est petit, alors que A, vous ouvrez grand la bouche, donc ça renvoie à quelque chose de grand, de large, etc. Un des supports théoriques, un des supports neurologiques de ce cadre théorique, ce sont les neurones miroirs. Hein. On a découvert qu'un certain type de neurones avait pour effet de déclencher chez un sujet des actions qu'il n'effectue pas, mais qu'il voit effectuer ou qu'il entend effectuer. Bon. L'analogie proportionnelle, elle, va fonctionner par couple. Donc une opposition entre deux signifiants va refléter une opposition entre deux signifiés. Par exemple, on va dire que l'opposition entre petitesse et grandeur correspond à l'opposition entre I et A. Bon. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf que ici, on fonctionne par contraste. C'est un contraste qui reflète un autre contraste. Un contraste entre des significations qui va refléter un contraste entre des sonorités ou entre des phonèmes. Alors, on verra qu'il est en général préférable de disons, moins risqué d'une certaine façon, de raisonner sur des contrastes plutôt que sur des entités isolées. Mais j'y reviendrai. Alors, je vous donne aussi cet exemple qui n'est pas un exemple de symbolisme phonétique, mais qui est un exemple de la fonction iconique de l'analogie, un exemple d'un autre ordre. Hein, c'est pour vous montrer que cette fonction iconique de l'analogie, elle inclut le problème du symbolisme phonétique, illustré par des exemples comme ceux-ci, hein, I étroit, A large, ça c'est du symbolisme phonétique. Mais la fonction iconique de l'analogie, elle inclut aussi des choses de ce genre-là. Donc l'opposition entre je te trouve très belle, je trouve que tu es très belle. Alors, c'est un exemple qui m'avait été donné par un linguiste à l'occasion d'un colloque et que je trouve très bon. Alors, il faut admettre la chose suivante. Et ça, la plupart des gens à qui, enfin, tout au moins, oui, la plupart des personnes à qui je montre ces exemples sont d'accord. Si vous réfléchissez à ces deux formulations, qui sont très proches, hein, bien sûr, on a tout de même l'impression, vous me direz si vous êtes en désaccord, qu'il y a quelque chose de plus intime, disons, lorsqu'on dit « je te trouve très belle », et quelque chose d'un petit peu plus distancié, disons, lorsqu'on dit « je trouve que tu es très belle ». Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Que je te trouve très belle, il y a comme une sorte de proximité affective, en quelque sorte, et alors que dans « je trouve que tu es très belle », il y a une sorte de distance, une constatation faite avec plus de distance. Eh bien, si on admet ça, que ici, ça exprime la proximité affective, et là, mettons la distance affective, eh bien, voyez que ici, entre je et te, on a une très grande proximité des signifiants je et te, alors qu'ici, séparés par la subordonnée, le je et le tu
se trouve très éloigné. Oui? Est-ce que c'est, je pense, est-ce que c'est pas sur ça que, je décale un petit peu, mais Ouais. sur ça que joue Victor Hugo quand il fait demain dès l'aube et après il dit je partirai, point, vois-tu, virgule, je sais que tu m'attends. Est-ce que c'est pas un jeu là-dessus justement avec la proximité du jeu et du tu Oui. séparé par un point? Je partirai, point, vois-tu, et du coup là il met les deux verbes, il éloigne avec le point les deux pronoms personnels. Et le Ouais. vois-tu, virgule, je sais que tu m'attends, là après avec la virgule il les met collés. Tout à... Oui. C'est le même genre de procédé. C'est pas exactement parallèle, mais c'est la même idée. Oui, d'accord. Bien, voilà. Donc ça, c'est un exemple de fonction iconique, puisqu'on a une proximité dans les signifiants qui traduit une proximité dans les significations, hein, et une distance. Oui. Donc vous pensez que la relation, c'est la proximité des jeux et parité. Mais je trouve que peut-être que le fait que la deuxième phrase c'est Oui. parce qu'il y a un effet de phrase, parce qu'il y a la principale et après Oui. un autre verbe. Donc je ne comprends pas si il y a une question syntactique ou vous seulement des Oui. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. On pourrait considérer que l'effet de distance provoqué par cette phrase est dû à d'autres phénomènes, au fait qu'on a une subordonnée, etc. Mais tout le problème est le problème à nouveau de la corrélation, hein. C'est-à-dire que c'est un exemple que je donne comme ça rapidement, mais il faudrait avoir beaucoup d'exemples de la même structure, tester, etc., et faire avec d'autres structures de phrases, mais où je et tu sont éloignés aussi. Un seul exemple ne prouve rien. Ça, je suis d'accord. On pourrait expliquer avec d'autres arguments, hein. Mais c'est simplement pour illustrer un cas. Et en effet, pour être démonstratif, il faudrait éliminer l'idée que l'effet de distance soit produit par la subordonnée elle-même et trouver d'autres formulations où je et tu sont éloignés pour voir si ça produit le même effet de distance et opposé à l'effet de proximité de je et te. Tout à fait d'accord. Alors, dernier point. C'est une distinction, la caractérisation de cette fonction iconique me permet de rappeler un certain nombre de distinctions utiles pour décrire l'analogie, les analogies. Donc c'est une analogie hétérogène parce qu'elle met en jeu deux entités de nature différente, hein, un signifié ou un concept d'un côté et un son ou un phonème de l'autre. Donc c'est hétérogène. Alors que par exemple, des rimes, qui sont des similarités entre signifiants, produisent des analogies homogènes. Donc ça, c'est clairement la fonction iconique de l'analogie, elle repose toujours sur une analogie hétérogène. Ensuite, c'est une analogie que j'appelle la de bas niveau, parce qu'elle est très automatique, hein. Haut niveau, ça veut dire conscient, raisonné, etc. Et bas niveau, c'est très automatique. Donc ça, c'est un genre d'analogie qui est très automatique. En général, les associations, par exemple, entre des sons et des concepts généraux, elles se font automatiquement, et les sujets ne savent même pas vraiment pourquoi ils font cette association. Ils la sentent. On l'a vu, ça peut être une analogie binaire ou une analogie proportionnelle, et la fonction, si vous voulez, la raison pour laquelle il existe, j'aurais dû mettre autre chose que fonction ici parce que ça répète un peu, mais cette fonction iconique de l'analogie, elle a un rôle, je vais changer ça tout de suite, un rôle d'efficience sémiotique. Tout à l'heure, je disais que les fonctions de l'analogie étaient caractérisées par l'idée que
on s'intéresse à chaque fois à ce à quoi sert cette analogie. La fonction iconique, elle sert à faire en sorte que le signe soit immédiatement compréhensible. C'est ça que j'appelle fonction d'efficience sémiotique. Par exemple, ici, à supposer que cet argument soit confirmé par une étude plus approfondie, je sais intuitivement qu'en disant je te, en rapprochant je et te, je vais produire un certain effet sur mon interlocuteur. Cette proximité des pronoms va immédiatement signifier une proximité des personnes, en quelque sorte. De même, ici, prononcer des i, je ne sais pas, par exemple, dans les histoires pour enfants, c'est un exemple que je donne souvent, la petite souris, elle s'appelle toujours Mimi. Elle s'appelle jamais Momo, la petite souris. Elle s'appelle Mimi. Bon, elle est petite. Et donc, si je vous demandais, et ça on en reparlera avec les expériences et les travaux de recherche liés au nom des personnages, si on faisait un test en disant est-ce que choisissez entre le gros personnage et le petit personnage et je mets Mimi et Momo, bon, tout le monde va répondre Mimi c'est la petite souris et Momo c'est le gros éléphant par exemple. Bon, donc ça veut dire que le sens est immédiatement accessible. Donc ça, Gibbon le dit, Talmy Gibbon, un linguiste fonctionnaliste américain, le dit très bien. Il dit plus le signifiant et le signifié sont proches, plus le sens est communiqué facilement. Et je vous avais déjà donné, je peux le répéter là, l'exemple des pictogrammes. Les pictogrammes servent à faire en sorte que ce sont des signifiants qui donnent tout de suite accès au signifié. Ça, c'est vraiment la fonction iconique de l'analogie. Bon, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il est déjà... Ah bah oui, c'est déjà très tard. Question oui, je vous en prie. Au phonème I et A. Oui. Il y en a d'autres ou Oui, il y en a d'autres. C'est un couple... Non, mais je vous en parlerai plus tard. Je vous donnerai des références. Ben, il y a beaucoup de travaux. Je vais vous donner... Je vous la montre là rapidement. Voilà. Tous ces travaux-là. On en parlera la semaine prochaine. Oui. Alors, pas sur celui de cette semaine, puisque là, cette semaine... voilà. Mais ce sera la semaine prochaine. Je vous donnerai les références. Et pour les personnages qu'on doit choisir, ils ne doivent pas contenir des noms propres qui existent vraiment par exemple, Sébastien ou... Alors, oui, de préférence, il faut que ce soit des noms inventés. Ouais. Mais ça, c'est pareil. La semaine prochaine, je vous donnerai des détails sur... Et il faudra, dans 15 jours... Je pensais travailler sur la musique, Oui. généralement... Eh oui, ce sont des prénoms existants, oui. C'est pour ça que, bon, il faut chercher... Si c'est comme ça, on peut trouver d'autres sens à partir de l'étymologie du nom. Ouais, ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait du sens qui vienne par autre chose que les sons. Voilà. Bon, eh bien, merci de votre attention et à la semaine prochaine.